Jeudi, jour de paye, mais aussi jour de podcast Leader RH. Merci d'être avec nous et de vous inspirer avec nos entrevues de différents leaders. Aujourd'hui, j'ai une conversation que je vous présente avec Catherine Grimard-Leduc, directrice RH chez GenV. GenV, pour certains d'entre vous, ça, vous allez voir là, les laitues, les concombres, tomates, etc. Donc, c'est une marque quand même connue qu'on voit partout au Québec. Donc, je vous amène un peu dans les dessous de la production de ça, mais avec la perspective RH que Catherine a. Donc, évidemment, on parle de tout ce qui se passe avec les travailleurs étrangers temporaires. Ils nous en ont beaucoup. Elle nous raconte aussi plein d'anecdotes, mais aussi beaucoup d'histoires de succès qui se sont produits puis qu'ils ont vécu. Donc, vraiment intéressant. Ça humanise beaucoup les débats qu'on entend présentement sur la main-d'œuvre étrangère. J'ai beaucoup aimé ça, mais évidemment, on a partagé tout son parcours, donc ses premières expériences en milieu manufacturier, où des fois, on a ce sentiment-là, après un an, c'était j'ai fait le tour, j'ai tout vu. Dans une organisation, puis à chercher d'autres choses. Ça, je l'entends souvent de gens qui débutent dans leur carrière. Elle a appris que finalement, il y a plein de choses à apprendre. Et en un an, on est loin d'avoir fait le tour. Mais on a vu ça, on a parlé de relations syndicales aussi, puis d'approche. Il était dans une entreprise où il y avait 800 griefs, je pense. Donc, les mécanismes de résolution de conflits puis des demandes, des fois, c'était jumelé entre des demandes et des griefs. Donc, très intéressant. Et évidemment, tout ce qui est le volet valeur dans l'entreprise. Donc, ils ont mis en place, oui, la norme B Corp, mais aussi tout l'aspect de retravail sur les valeurs et comment, concrètement, les valeurs entreprises se vivent au quotidien dans l'organisation. Comment ça va influencer nos décisions, nos façons de faire. Très, très pertinent. On parle, oui, évidemment, des travailleurs étrangers temporaires. On a discuté aussi de branding parce que, j'ai parlé de GenV qu'on connaît, mais avant, ça s'appelait, il y avait une autre marque de commerce. Comment l'impact du branding principal a de l'impact sur la marque employeur, donc sans que ça soit un exercice de marque employeur, comment ça a réussi à faire rayonner l'organisation. Plein de sujets, plein de trucs, plein d'éléments pertinents. Donc, bonne écoute. Merci d'être là et si vous aimez ça, n'hésitez pas à partager et à faire connaître le podcast à d'autres leaders RH autour de vous. Bonjour Catherine. Bonjour. Donc, bienvenue au podcast Leader RH. Merci de m'avoir invité. Plaisir, je suis bien content de te rencontrer. En plus, tu travailles avec une collègue qui a déjà travaillé chez nous, donc j'avais entendu parler de toi. Merci Céline pour la plug. Effectivement. Tu avoir mis en contact. Donc, Catherine Grimard-Leduc, directrice ressources humaines chez GenV. Oui. Donc, là, le nom, des fois, ça dit plus quelque chose aujourd'hui. Les salades, les produits, on voit, vous allez voir le logo, vous allez faire « Ah, j'ai vu ça! » C'est clair. Effectivement. C'est le fun parce qu'on va en parler aussi du rebranding puis oui. l'impact et tout. Mais j'aimerais ça qu'on recule quelques années en arrière. Tu es toute jeune, là. Fait que c'est quelques années. Tu as étudié en RH, tu as étudié ton parcours, tu voulais être... en politique, journaliste, puis tu as fini en RH. Je sais que ça prend beaucoup de politique puis de communication en politique, mais raconte-moi ça un peu plus. Bien, en fait, toute ma jeunesse, je voulais m'en aller en politique pour être soit attachée politique, soit m'en aller en journalisme, mais c'était vraiment le journalisme qui m'appelait. J'étais dans le journal étudiant, j'étais dans la radio étudiante, fait que c'est vraiment quelque chose qui me parlait beaucoup. Puis, quand j'étais au cégep, j'avais fait un test psychométrique, puis elle m'avait dit « Ah, tu sais, relations industrielles, je pense que tu pourrais aller là-dedans. » Fait que je l'avais mis en deuxième choix, mais en premier choix, j'étais vraiment allée en sciences politiques à l'Université de Montréal. J'avais été acceptée, tout était fait. Puis j'ai reçu un appel téléphonique du président de la vie étudiante de relations industrielles me demandant pourquoi qu'on était en fait deuxième choix, c'était les relations industrielles. Fait que j'y explique un peu mon thinking, mon parcours. Puis on a discuté pendant à peu près 1h30, 2 heures de temps, puis il a réussi à me faire convaincre de changer mon choix.
Le lendemain, j'ai appelé. Le président de l'asso étudiante et il est venu me recruter. faisait du cold call pour... Ah oui. Oui, fait que le lendemain, j'ai appelé, j'ai fait changer mon choix, puis j'étais allée en relation industrielle, puis j'ai jamais regretté. Non? Puis ça a été, dans le fond, pendant tes études, tu travaillais dans une banque, dans oui, le fond? Je travaillais, du côté à mon père, tout le monde a travaillé, tout le monde travaillait à la banque, fait que c'était ma job étudiante, j'ai travaillé comme caissière, j'ai travaillé, ils appelaient ça dans le back-office en arrière pour monter les hypothèques, puis tout ça, fait que c'était vraiment de la... Okay. Fait que c'était pas nécessairement... Ta job étudiante n'était pas nécessairement rattachée à RH. Ta première expérience, c'est chez Arborite. Oui, exactement. Puis là, tu sors de l'école ou? J'ai fait mon stage là-bas. Ah, OK. Puis, ils m'ont offert un poste après. L'importance des stages. Effectivement, de choisir son bon stage. Ouais. Puis oui, ben c'est ça, c'était une super école. C'était dans une usine à Montréal, une usine syndiquée. Fait que c'était... il y avait de tout là-bas. Fait que j'ai vraiment, vraiment beaucoup appris. Puis t'avais-tu le contexte manufacturier un peu ou tu tombais vraiment, tu passais des talons hauts puis au cap d'acier de la banque? Oui, je passais à mon petit kit gris de la banque à cap d'acier en usine avec des machines puis là, qui m'expliquait comment ça fonctionnait. Puis il fallait que je marche à 4 pattes en dessous pour aller voir si ça prenait un garde de sécurité. Fait que vraiment, j'étais complètement à côté de ce que j'étais habituée. Okay. Puis c'est là aussi qu'on se rend compte que dans nos cours de RH, la réalité versus la pratique. C'est deux mondes différents. C'est super intéressant, le bac, là, ça t'apprend l'histoire, puis ça te dit, si ça va pas bien, pensez implanter un programme de formation, mais comment implanter le programme de formation pour qu'il fonctionne avec où est-ce que l'entreprise veut aller? Faut que tu l'apprennes sur le terrain. Fait puis la théorie du plan de formation, puis qui te donne comment c'est reçu, y apprennent-tu? C'est quoi le suivi? Puis exactement. Fait que c'est vraiment là qu'on apprend vraiment sur le terrain. Puis là, c'était une super école, justement, parce qu'il y avait de tout. Tu sais, autant du manufacturier, autant que des gens de bureau, autant... Fait que tu pouvais aller dans tous les domaines un peu. Okay. Puis étant bébé RH, je me suis dit, j'ai fait le tour. Après combien de temps? 1 an. Après 1 an, t'avais fait le tour. Moi, j'avais fait le tour. T'avais fait la formation. La santé sécurité. T'avais été en dessous de la machine, t'avais checké, ça prenait un garde. C'est réglé. Tu n'avais fait de SST. Mais tu sais, il y avait un syndicat. Fait que j'avais travaillé sur la renégociation de la convention collective. Fait que tu sais, moi, je m'étais dit, j'ai tout vu. Je peux passer à autre chose. Puis finalement, j'ai décidé de passer à autre chose. Puis je me suis dit, le recrutement, c'est tellement glamour. Puis tu voyages, puis tu vois plein de monde. Fait que je m'attendais d'aller dans un domaine comme ça. Fait que je suis partie en recrutement en agence. Okay. Je me suis rendu compte que c'était pas ce que j'avais vu dans les films avec George Clooney là, qui se promène partout. Vraiment pas ça. Puis je me suis rendu compte... Je suis supposé voyager partout. Moi, j'ai un agent. Mais je me suis rendu compte que c'était rencontrer toujours les mêmes types de profils, poser les mêmes questions, la même... Parce que tu recrutais toujours le même type de poste. Exactement. Je recrutais toujours exactement le même type de poste. Fait que j'avais toujours le même type de personnalité, le même type de questions, le même type de réponses. Fait qu'au bout de 6 mois, j'étais comme, OK, là... T'étais quasiment contente de pogner quelqu'un qui ne fitait pas dans le moule. C'est ça, puis là, je posais plein de questions, puis j'étais excitée. Mais oui, fait que c'est ça. Fait que là, je me suis dit, OK, non, c'est vraiment pas qu'est-ce que c'était. Fait que je me suis dit, en usine, dans une petite usine, on avait à peu près 100 employés. J'étais comme, OK, là, peut-être quelque chose de plus gros. Tu sais, je me cherchais beaucoup au niveau RH, qu'est-ce que j'avais le goût. Dans le tour que tu avais fait. Oui, dans ma grande carrière de 2 ans, là, qu'est-ce que j'ai fait? Et que j'ai décidé d'aller dans une grande entreprise. Fait que j'étais allée chez GD Distinction qui fait tous les tours, le ménage des tours à bureaux pour un peu partout au Québec, mais surtout au centre-ville de Montréal. C'est un service, une industrie des services, exactement. Mais c'est de la production quand même, parce que tu as des pieds carrés, tu as des opérations, puis tout ça. Fait que c'est quand même gros. C'est combien d'employés, mettons? Oh mon Dieu, je ne sais même pas tellement. OK, c'est en milliers. Là. Ah oui. OK, c'est très, très gros. Puis j'ai été embauchée là-bas pour bâtir, en fait, la liste de rappels. Fait qu'il y a des contrats. Puis quand il y a des employés qui ne peuvent pas se présenter parce qu'ils sont malades ou ils ont démissionné ou ils ont quand même besoin de gens, à ce moment-là, je me faisais appeler par les contrats pour pouvoir envoyer des employés là-bas.
Fait que je travaillais beaucoup en collaboration avec la personne au recrutement pour savoir c'est qu'est-ce qu'on avait besoin, c'était quoi nos besoins en parlant avec les différents directeurs. Puis j'avais été embauchée pour vraiment monter le processus de comment qu'on allait fonctionner avec la liste de rappel. Fait que c'est vraiment là que je me suis découvert la passion pour justement bâtir quelque chose qui n'existe pas, mettre des choses en place, puis vraiment Parce que même si c'était une grosse entreprise, ce processus-là... Il était là, mais c'est ça. Fait qu'il y avait des choses qui fonctionnaient, des choses qui ne fonctionnaient pas. Puis souvent, c'était considéré comme un poste d'entrée un peu dans l'équipe RH. Okay. Fait que les gens arrivaient, faisaient une couple de mois ça, puis là, tassaient dans un poste un peu plus de conseillère RH pour travailler avec les directeurs puis les syndicats, mais il n'y avait jamais rien qui était bâti justement parce que les gens se disaient, je suis là vraiment temporaire, puis après ça, je m'en vais. Mais moi, j'ai vraiment dit, OK, mais moi, ils m'ont embauché en me disant, tu as vraiment le mandat de bâtir quelque chose de vraiment solide, puis une liste, puis comment on va fonctionner, puis ça va être quoi le processus. Fait que là, c'est là que tu as goûté à influencer, mettre les choses en place, mettre ta touche, puis dire, j'applique pas une recette déjà faite. Ouais. Je peux jouer à Ricardo. Je peux m'amuser, exact. Faire ta recette. Là. Exact. Fait que, tu sais, j'avais la vision de, on veut aller là, mais comment on y va? Vas-y, amuse-toi. Tu avais une belle liberté d'action? Oui, j'avais vraiment une belle équipe là-bas, justement. Okay. Là, Puis ça se peut-tu que, parce que tu dis c'est comme sur la liste de rappel, fait que c'était du monde en rotation. Oui. Aussitôt qu'il était bon, je les voyais plus. Okay. Il partait ses contrats. Fait que ton relationnel, puis tu ne pouvais pas le bâtir avec ta gang. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, j'avais mes gens que je savais, tu sais, cette personne-là, quand je l'appelle, elle répond tout le temps, mais au bout de quelques semaines, justement, quand la personne était fiable, là, il la gardait sur le contrat parce que, elle était fiable, ou elle travaillait bien, ou elle répondait bien aux demandes. Fait qu'à ce moment-là, le gestionnaire disait, là, je le garde, j'ai une place. Fait que là, je le voyais plus. Puis, c'est-tu à des heures pas possibles? C'est-tu comme les listes de rappel? Mais toi, tu es dans le domaine de la santé, tout ça, tu te fais appeler à 5 heures du matin pour faut que tu rappelles, ça, ou c'est un peu plus... C'est un peu plus smooth parce que justement, on était capable un peu de prévoir, puis il y avait quand même des gens qui étaient là sur le contrat. Fait que j'avais pas d'appel dans la nuit pour dire vite, envoie-nous quelqu'un. Non, ça n'arrivait pas. Oui, les poubelles déborderont une journée ou une heure de plus. C'est ça, exactement. OK. Ah, OK. Puis là, tu as resté là. Qu'est-ce qui t'a fait changer pour Garda? Mais en fait, c'est Garda qui est venu me chercher parce que chez Distinction, il y avait une convention collective puis un décret. Fait que c'est pas dans tous les domaines qu'il y a un décret et une convention collective qui gère, en fait, les employés. Je suis niaiseux, mais c'est quoi la différence entre les deux? Bien, en fait, tu as la convention collective qui est spécifique à l'entreprise, puis le décret est spécifique au domaine. Fait que, par exemple, pour les agents de sécurité, il y a un décret qui est négocié avec un peu toutes les compagnies qui travaillent en agence de sécurité. Puis, tous les agents de sécurité sont gérés par ce décret-là, mais Garda, lui, a ses propres conventions. Fait que tout ce qui est salarial, grosses conditions, c'est géré par le décret. Puis après ça, les autres conditions sont gérées par la convention collective. OK. Fait que tu as un cadre global qui est commun à toutes les entreprises, mais tu peux mettre ta touche personnelle dans l'organisation. Exactement, avec ton syndicat. Okay. Fait que peu importe ton attaché syndical, en fait, tu vas être géré avec le même décret. Par contre... Avais-tu des griefs en plus? Y a-tu un syndicat décret puis un syndicat interne? Ou? Non, les griefs étaient envers le syndicat même. Soit c'est un grief par rapport à la convention ou par rapport au décret. Ah, OK. Un petit peu moins, rush là-dessus. Fait que c'est Garda qui sont venus te chercher parce que le côté de décret, il l'avait dans le domaine d'entretien. Exactement. Il l'avait dans le domaine des agents de sécurité. Exact. Donc, c'est pas toutes les personnes en ressources humaines qui sont habituées à gérer justement 2 conventions, si je peux dire, en même temps. C'est une belle expérience. C'est une super belle expérience. Ouais. Ça peut faire peur. Tu sais, de dire, mais ça te donne une méchante expérience par la suite. Une très bonne base, effectivement. Je prends quelques instants pendant l'écoute de ce podcast Leader RH pour remercier Ansia, partenaire d'affaires en recrutement, pour la collaboration à la production de ces épisodes. Ansia, c'est votre partenaire pour vous assurer que tous vos besoins en attraction, en recrutement puis en intégration de main-d'œuvre dans vos organisations soient couverts par des professionnels. Donc, merci Ansia de faire rayonner la communauté de RH et de mettre à l'avant-plan
des leaders RH d'ici. Fait que tu rentres chez Garda, tu liste de rappel aussi? Non, là, j'étais vraiment conseillère, vraiment ressources humaines. Fait que je m'occupais de tout ce qui était le volet relations de travail. Donc, toute la gestion des griefs, la gestion mesures disciplinaires avec les directeurs des contrats. Fait que on est aussi un peu sur le même principe parce que Garda ont des buildings avec des agents de sécurité. Fait que souvent, c'était les contrats sur lesquels j'étais habituée en entretien ménager. Puis là, c'était le contrat en sécurité physique avec un agent de sécurité. Okay. Fait que je m'occupais vraiment des relations syndicales, de l'aide en fait aux gestionnaires qui s'occupaient des contrats. Puis je m'occupais aussi du volet de la gestion des dossiers santé-sécurité. Donc, une fois qu'il y avait un accident de travail, donc toute la gestion financière puis la gestion du dossier santé-sécurité. Puis ça, tu l'as appris sur le tas? Oui. Ouais, parce que oui. C'est pas des choses qu'on apprend à l'école non plus. Ouais, on apprend un peu la prévention, on apprend les grandes règles. Ce que je me souviens, c'est que je me suis fait dire c'est important de faire de la prévention, mais comment la faire? Ça, je l'ai appris sur le tas. Okay. Fait que là, tu fais ça, toutes tes relations de travail. Oui. Y avait-tu beaucoup de griefs? On avait autour entre 6 et 800 griefs. Fait que oui, c'était... mais c'est de la façon que la convention était faite. Donc, aussitôt qu'un agent était retiré d'un contrat, il y avait automatiquement un grief qui était déposé parce que l'agent devait être payé là, sur le temps qui n'était pas dans son contrat. Fait que ça arrivait vite. Là. On en avait à tous les jours. Fait qu'on avait beaucoup de rencontres justement avec le syndicat pour renégocier ces griefs-là puis pouvoir les fermer. Fait que c'est comme le mécanisme de traitement de la convention. Oui. Peut-être faire un grief plutôt que faire au lieu de dire que c'est un formulaire, c'est de dire il faut payer. Fait que ça peut faire peur, par exemple, un grief? Oui. Mais j'ai comme été habituée à ça parce que c'était ma première expérience. Quand j'étais chez GDI, en fait, on avait... c'est pas moi qui s'en occupais, c'était les conseillères. Puis quand j'étais à l'usine chez Arborite, on n'en avait pas énormément. Souvent, les délégués syndicaux étaient sur le plancher, fait qu'on était capable de se parler. Mm-hmm. Avant que ça tombe en grief? Oui. OK. Fait que tu as fait ça combien de temps, Garda? 2 ans. OK. J'ai quand même été là 2 ans. T'avais fait le tour, ça fait là aussi? Non, il y a eu des mouvements personnels qui ont été faits. Il y a eu des décisions, là, des postes qui ont été transférés à Toronto. Donc, j'ai quitté là-bas en me disant, mais j'ai fait 2 grosses compagnies. Puis les relations syndicales... tu l'avais vécu, mais... Je l'avais vécu, mais pas comme ça. Je te dirais, là, ma première expérience là-bas, vraiment, j'avais une rencontre avec le directeur de l'unité syndicale, puis il est arrivé, puis donné un gros coup sur la table, puis il dit, moi, je vais te dire comment ça marche, puis c'est moi qui décide. Moi, je suis là, le petit bébé RH. OK. Comment on reçoit ça? Ça achète. Tu te dis, mon Dieu, ça va être difficile. Puis c'était dans les premières semaines que j'étais là. Fait que je pense qu'il y avait besoin d'établir sa dominance un peu sur comment ça allait fonctionner. Puis ma réponse a été, écoute, moi, je travaille pas comme ça. Je travaille dans du donnant-donnant. Fait que moi, je vais t'aider, mais j'ai besoin que tu m'aides. Puis on travaille pour la même personne qui est l'employé. Fait que comment on peut travailler nos relations pour que le service qu'on va offrir aux travailleurs va être le meilleur possible. Puis après ça, toutes les relations avaient changé justement avec les délégués qui étaient là. Puis on avait des super de belles relations. On s'appelait, on essayait de gérer justement en amont sur ce qu'on pouvait, qu'on n'était pas obligé de déposer des griefs. Ils m'appelaient avant, dire OK, comment on peut le gérer. Fait qu'une erreur de paye finissait pas nécessairement je te dépose un grief. Ils m'appelaient. Effectivement, il y a eu une erreur. Parfois, on fait la correction, puis c'est tout, on passe à d'autres choses. Là. Beaucoup de conciliation, puis de relation, puis comment on reçoit l'info, puis comment on communique. Exactement. Fait que beaucoup de politique, de là peut-être. Pourquoi j'aime les RH, il y avait beaucoup de discussions, puis de négociations. Mon retour aux sources. Puis tu sais, écrire des lettres et tout ça. Fait que c'est mon petit côté journaliste, justement, je pense qu'il ressort, qui fait que j'adore maintenant les RH. OK. Là, comment Geneviève s'appelait à l'époque les Serres Lefort? Oui. Comment ça arrive dans ta vie, ça? J'étais à la recherche d'un travail. Terminé. J'avais terminé chez Garda, puis je me cherchais autre chose. Puis je voulais vraiment quelque chose... Je voulais retourner aux sources. Tu sais, je me suis rendu compte, avec mon expérience, là, je suis peut-être rendue à 5 ans d'expérience. J'ai réalisé que à l'usine, chez Arborite, il y avait énormément de potentiel que je n'étais pas allée chercher. Je me suis vite dit, j'ai fait le tour, mais c'était pas la réalité. Là, c'était ma première expérience.
Puis, le côté aussi avec les employés sur le terrain, que je peux parler au monde, que je connais mon monde, j'avais pas ça dans ces grosses entreprises-là chez Garda. Chez Arborite, c'est gros, c'est énorme, mais toi, tu étais dans une usine. J'étais dans l'usine. Là. Mon bureau, il était au milieu de l'usine. Là. Fait que je parlais à tout le monde. Une centaine d'employés, je connaissais tout le monde, je parlais à tout le monde. Même si tu étais dans un gros groupe, ton rôle, c'était vraiment un rôle de proximité chez Arborite. Oui. OK. Alors que Garda, c'est immense aussi. C'est immense. Exact. Fait que tu cherchais cette proximité-là, parce que je rencontrais des employés, par exemple, chez Garda, mais c'était je vais les rencontrer, par exemple, en disciplinaire, mais l'agent, je ne l'ai jamais vu. Je le rencontre en disciplinaire, puis je le reverrai probablement plus. Okay. C'était vraiment spécifique, puis les deux entreprises étaient comme ça. Puis le côté, justement, de coaching, je trouvais que ça me manquait de dire, bien, gars, ça va pas bien pour cet employé-là, mais j'ai aucune idée de son background, puis j'ai aucune idée de où est-ce qu'il s'en va, puis comment je peux l'aider. Fait que c'était vraiment juste je te donne ta mesure, puis c'est terminé. Oui, c'est comme tout le temps le taper ses mains plutôt que de dire pourquoi il se passe ça, qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut améliorer ça, puis faire en sorte que ça n'arrive plus. Exact. OK. Puis là, tu as trouvé ça chez. Oui. Bien, je me suis dit, je pense que le fait que je me suis rendu compte que j'adorais bâtir des choses, je me suis dit, je pense qu'en PME, je vais être mieux. Ça va aller répondre à ce besoin-là. Puis je pense que ça va répondre aussi à mon besoin de proximité puis de vouloir développer les employés. Donc, je me cherchais vraiment une PME. Puis quand je suis arrivée chez Sarlefort, mais c'est une entreprise familiale. Fait que, tu sais, j'ai fait l'entrevue avec le mari, la femme. C'était vraiment une dynamique vraiment spéciale. Puis eux travaillaient avec une consultante RH qui était là. Puis on s'était reparlé par après, puis elle m'a dit je m'excuse de comment s'est passée l'entrevue, parce que justement, c'était deux personnes qui n'étaient pas habituées de passer des entrevues. Fait que, tu sais, c'était. J'osais, là. Ben oui, c'est ça. Fait que j'étais comme, OK, mais c'est vraiment ça que je veux, c'est de travailler dans une entreprise où est-ce que je vais pouvoir avoir le pouls des gens. Quand j'ai commencé là-bas, on était 70 employés à peu près. Là. Fait que, 70, puis il y avait combien de personnes au RH? Il n'y en avait pas. Il y avait seulement une consultante. C'était la consultante. Puis elle restait-tu? Ou non. Avec toi, tu la remplaçais? Oui, elle était là une fois de temps en temps quand il y avait des besoins. Il y avait besoin tout le temps, fait qu'il ouvrait ce poste-là. Oui. Fait que c'est une entreprise qui existait déjà, mais qui avait quasiment personne au RH. Fait que tu retrouvais le côté, je peux structurer, je peux mettre... Oui. Ah, OK, là. J'étais arrivée, ils m'ont mis dans un bureau, il y avait 2 filières, ils ont dit ça, c'est le département RH, bonne chance, puis fais ce que tu veux. Fait que qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait ce que je voulais. Ah! Mais non, mais on a travaillé avec eux, voir où est-ce qu'ils voulaient s'en aller. Puis, tu sais, je suis encore là-bas, rendu aujourd'hui, on a vécu 1001 choses. Puis, je suis rendue avec un département où est-ce que j'ai 10 personnes dans mon équipe. Fait que c'est pas... Je suis partie je suis toute seule avec 2 filières dans un petit garde-robe parce que c'était littéralement un garde-robe à maintenant, j'ai une équipe RH, tu sais. OK. Puis là, à l'époque, Sarlefort, faisais-tu les mêmes produits que vous faites aujourd'hui? C'est un changement de nom ou c'est juste les mêmes entreprises? Non, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Sarlefort, dans le temps, produisait de la laitue en bassin hydroponique pour une entreprise qui s'appelait Hydroserre Mirabel. Okay. Hydroserre Mirabel avait des problématiques au niveau de sa production, puis sous-traitait la production à Sarlefort. Sarlefort faisait aussi tout ce qui était les transplants de champs pour les producteurs maraîchers. Les petites pousses, fait qu'on semait les petites pousses, puis on les revendait aux producteurs. OK. Puis, il y a eu malheureusement un désir d'agrandissement justement pour se mettre à produire. On produisait aussi du concombre puis du poivron biologique. Puis, on a voulu agrandir. Il y a eu des agrandissements qui ont été faits, malheureusement, qui ont mené à une problématique financière. OK. Puis, suivant la problématique financière, Hydroserre Mirabel qui s'est dit, oups, mon producteur est en problématique financière, mais lui a pris la décision de dire, bon, mais je rachète les Sarlefort. Fait qu'il est passé de client à actionnaire. Exact. OK. Puis, de fil en aiguille, c'est la famille, justement, c'était la famille Lefort qui a quitté, la famille Thérault a repris l'entreprise. Qui était des Serres Mirabel. Hydroserre Mirabel, exactement. Mirabel, c'était la famille Exactement, Thérault. La famille Thérault.
OK. Puis Prédestiné. Puis eux, en fait, les enfants, ils sont en processus de reprendre la business. Actuellement ou à l'époque? Actuellement, à l'époque aussi, les enfants étaient déjà là, justement, dans tout ça. Puis Valérie, qui était notre directrice marketing, a décidé de faire une étude, de dire, là, on avait 2 brandings. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Elle a fait un méga travail, justement, pour rebrander, pour devenir, justement, les culture Gen V, avec des couleurs jeunes. On a vraiment tout retravaillé notre branding d'entreprise pour que vraiment ça représente les jeunes qui sont en train de reprendre la business. Fait que là, c'est encore de la production en serre, hydroponique. Oui, on produit encore de la laitue. On produit du concombre, du mini-concombre puis du poivron qui sont biologiques. Puis on vient d'acquérir là, dans à peu près 1 an et demi, 2 ans, les serres royales qui, eux, produisaient des tomates. Puis des tomates conventionnelles, des tomates bio. Fait que là, maintenant, qu'ils sont rendus les tomates Gen V. Fait qu'on a un beau bol de salade complet. Fait qu'on est bien contents. C'est croque. C'est bon. C'est très croquant. Ça se peut-tu transformer aussi ou c'est juste le Non, on ne fait pas de transformation. OK, c'est vraiment le produit. La production. On voit le logo, ça flash, on le voit. Ah oui, il est beau notre logo, on l'aime. Bon. T'as-tu vu un champ, tu sais, toi qui as connu avant puis après? Parce que des fois, on parle beaucoup de marque employeur puis de tout ça, mais on oublie que la marque employeur, c'est une déclinaison de la marque principale. Fait que si tu as une marque pas connue puis ou qui c'est pas beau, ben c'est difficile de faire de la marque employeur. T'as-tu vu, toi, un impact de ce rebranding-là? Oui, beaucoup. Ah oui? Puis, je le voyais beaucoup dans les salons de l'emploi qu'on faisait. Parce qu'avant, on y allait, les gens nous disaient « Ah, vous êtes qui? » Puis là, on disait « Mais tu sais, là, les laitues, là, Mirabelle, dans des dômes de plastique avec un logo noir. » Puis là, le monde faisait « Ah, ouais, ça me dit quelque chose, je pense, les vends d'épicerie. » Tandis que là, le monde nous reconnaît, nous voit de loin, viennent nous voir. « Hey, c'est quoi les postes que vous avez? » Notre démarcation, notre rayonnement est vraiment, vraiment meilleur. C'était pas une initiative de marque employeur, mais la marque principale, ça a rayonné. Exactement. Puis, on a réussi à la transformer parce que notre logo, un peu, c'est manger selon ses valeurs. Fait que pour moi, c'est de dire, regarde, là, maintenant, on travaille selon nos valeurs, tout le monde ensemble aussi. Fait qu'on était capable de jouer avec ça, justement, pour notre marque employeur, pour se démarquer autant à l'interne qu'à l'externe. Puis ça veut dire quoi, travailler selon ses valeurs? Vous avez refait un exercice de valeurs? Vraiment. Tu sais, on avait nos anciennes valeurs, puis on s'est vraiment assis, tout le comité exécutif, pour dire, OK, qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi qui nous représente pour vrai? Parce que le but, c'était pas de dire, hey, on se thème des super belles valeurs, ça fait beau sur le site Internet, mais c'est pas la réalité de ce qu'on a dans l'entreprise. Fait qu'on s'est assis, puis on s'est dit, OK, on va sortir les gens avec qui on aime travailler dans la business. C'est avec qui qu'on veut continuer sur du long terme. Puis après ça, on s'est posé la question, pourquoi c'est ces gens-là avec lesquels on veut travailler? Fait qu'on est allé chercher les valeurs qui faisaient qu'on avait le goût de continuer avec ces gens-là. Puis après ça, on s'est questionné pour dire pourquoi nous autres, on est ici, nous, le comité exécutif? Qu'est-ce qui nous démarque? Qu'est-ce qui nous représente? Fait que c'est là qu'on est allé vraiment aller chercher c'était quoi notre corps, c'est quoi vraiment, vraiment qui nous démarque puis qui nous représente puis qu'est-ce qu'on veut vraiment implanter dans l'organisation. Fait qu'on est allé chercher nos 4 valeurs puis ça, c'est mis sur les murs. Quand on envoie des messages aux employés, je m'assure que sont dites, sont mis en gras, en vert pour que tout le monde les voit. Ta communication est orientée autour de tes valeurs. Des valeurs. Quand tu communiques quelque chose, tu fais une activité, tout ça, ça se rattache-tu à une de nos valeurs? Exact. Oui, go. Ouais. Sinon, on doit se questionner, c'est-tu si stratégique que ça, ce qu'on veut faire? Exact. Puis on a refait nos questionnaires d'entrevue pour que les questions déterminent en fait une valeur spécifique qu'on va aller rechercher pour s'assurer que les gens qu'on embauche correspondent vraiment aux valeurs qu'on veut. Fait qu'est-ce que ces gens-là fit avec nous ou pas? Fait qu'on a retravaillé ça, on a retravaillé nos évaluations de rendement. Maintenant, tu es évalué sur les 4 valeurs d'entreprise. Est-ce que tu rentres dans les 4 valeurs? C'est ça ton évaluation de rendement. OK. Moi, mais la performance, puis ton travail, tu fais-tu bien ton travail? Puis, ça transparaît dans les valeurs. Fait que, tu sais, on a, par exemple, la bienveillance. Mais comment ça se transparaît, la bienveillance, dans ton travail à tous les jours? Parce qu'une personne qui va être ultra performante, mais qui n'est pas bienveillante, on s'est questionné à savoir est-ce qu'on veut vraiment la garder dans l'entreprise, cette personne-là. Et Colin, il y en a. Présentement, il y a plein de gens qui ont des noms en tête. Du monde avec qui ils travaillent, qui sont super performants, ils livrent, ou top vendeurs, ou ça. Puis
mais mon Dieu que c'est pas le fun de travailler avec eux autres, puis les organisations les gardent. Fait que là, vous, ça passerait pas. Non. Okay. Après ça, une de nos valeurs, c'est cultiver la croissance, mais on s'est posé la question, qu'est-ce qui nous garde, nous, tout le monde ensemble, puis qui nous motive à venir travailler chez GenV? Bien, tout le comité exécutif, la réponse qu'on a eue, c'était, bien, on veut bâtir quelque chose, on veut continuer, on veut avancer, on veut en manger. Les gens sur notre comité exécutif, ils ont en moyenne 35 ans. Fait que c'est sûr qu'on en veut puis on en mange, mais on veut que les gens autour de nous aussi soient comme ça. Parce qu'on ne veut pas juste avancer, mais être obligé de tirer les gens qui sont dans nos équipes. On veut que ces gens-là avancent avec nous. Fait que c'est important quand on embauche, qu'on soit capable d'aller chercher est-ce que cette personne-là est comme ça. Puis après ça, quand on l'évalue, est-ce qu'elle est comme ça? Veux-tu grandir? Veux-tu se développer? Exactement, mais c'est là que tu vas chercher ta performance. OK. Je pousse ma loc. C'est quoi les deux autres? Des exemples concrets, mettons. J'aime ça, l'idée. J'aime l'idée aussi de prendre une valeur qui souvent est affichée sur un mur, puis de dire concrètement, dans ma vie de tous les jours ou dans mon entreprise, comment cette valeur-là se véhicule. Mm-hmm. Des fois, ça nous challenge de dire oui. Ou dans votre cas, ben, on va adapter nos façons de faire, nos mécanismes peut-être d'évaluation, de nomination, de tout ça pour se refléter. C'est quoi les deux autres? Mais ce qui avait ressorti beaucoup des gens avec qui on aimait travailler, c'était vraiment la collaboration. Okay. D'être en mesure de travailler avec tous les départements, puis jamais de se faire répondre « Ah, mais tu sais, ça, c'est pas moi, là. Mais si mon collègue a besoin, je vais être là, je vais l'aider. » Puis il y avait beaucoup aussi la résilience. On a eu beaucoup de problématiques au niveau de la culture. Puis ça, c'était quelque chose qui était très, très fort pour notre président de dire on est résilient, on en a vécu des choses, on a vécu des problèmes de culture, on a vécu un feu, qu'on a perdu un entrepôt complet du jour au lendemain. On en a vécu des grosses choses ensemble, mais on a toujours passé à travers puis on a toujours surmonté. Fait qu'on a besoin d'être avec nous, avec des gens qui sont résilients puis qui sont prêts à continuer d'avancer, même si c'est difficile. Puis est-ce que cette valeur de résilience-là donne un peu aussi une... Tu sais, pas la peur de l'échec ou d'essayer quelque chose ou de dire « Ah ben si ça marche pas, etc. » Ça marche pas, il y a une autre solution. On va trouver autre chose, c'est pas grave. OK. Bon, c'est intéressant. Mais c'est vraiment un bon exercice à faire. Là, vous êtes rendu combien d'employés? Tu disais une dizaine de personnes au RH, mais tu as débuté, il y avait une personne au RH, 70 employés. Ouais. Là, vous avez fait des acquisitions, vous avez grandi de par une. On a cultivé la croissance. Cultivé la croissance, on va voir. Mon Dieu, je suis en train de passer une entrevue. Peut-être. Et puis, vous êtes rendu combien de personnes? Bien, ça varie selon les saisons, parce qu'on reste quand même en agriculture. Oui, notre culture en serre est à l'année, mais on a une partie là, qui est transplant de champ, qui n'est pas à l'année. Là, c'est plus une production qui est saisonnière. Fait que ça varie, je te dirais, entre 400 et 500 employés là, dans l'année. Puis évidemment, vous avez des gens, des travailleurs étrangers du domaine agricole. Oui. Fait que, il y en a beaucoup qui... Puis ça fait des nouvelles, puis on entend toutes sortes de choses. Ouais. Fait qu'il y a des programmes différents. Sans nous faire un masterclass... d'immigration. D'immigration, tout ça. C'est quoi les grandes lignes, la différence entre un travailleur étranger temporaire qu'il y a dans beaucoup d'entreprises, puis des travailleurs étrangers temporaires d'agriculture? Oui, bien, c'est dans le domaine agricole. Okay. C'est des programmes agricoles, souvent qui sont des programmes qui ne seront pas touchés parce que souvent, toutes les normes gouvernementales changent présentement. Ils travaillent les normes pour limiter au niveau de l'immigration, mais souvent, tout le volet agricole ne rentre pas dans ces normes-là parce qu'on en a tellement besoin de ces gens-là ici. Donc, c'est des... Puis c'est comme clair qu'on est en pénurie là-dessus. Là. Personne qui veut faire ça. Fait tu n'as pas besoin de faire des IMT. Oui, on a quand même besoin de faire des IMT. Il faut quand même prouver au gouvernement qu'on a fait des efforts nécessaires pour recruter des Québécois sur notre production. Fait qu'on a quand même des preuves à donner. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup, tu sais, dans mon équipe, il y a beaucoup de paperasse. Donc, j'ai beaucoup de gens qui font beaucoup de paperasse qui sont beaucoup reliés à l'immigration. Mais c'est sûr que c'est différent. Tu sais, moi, ces gens-là, il faut que j'aille les chercher à l'aéroport, il faut que je les loge, il faut que je m'assure qu'ils fassent leur épicerie, il faut que je les transporte, il faut que je m'occupe de tout ce qui est leur problème de santé personnelle ou leurs problèmes de personnel qu'ils peuvent avoir. Fait que ça me prend un département qui est capable de supporter ça, un employé qui a un ongle incarné qui vient nous voir, mais il faut que je le gère jusqu'au rendez-vous médical, est-ce que tu as fait ton traitement, est-ce que tu es correct, est-ce que ça va, est-ce que tu as besoin d'autre chose?
parce qu'ils sont pas traités par le système, les hôpitaux, puis tout ça, ils sont pas autonomes. La plupart des travailleurs étrangers temporaires, ils se prennent un appartement où tu les aides, puis ils sont organisés, mais pas vous. Les problèmes, tous les travailleurs agricoles, c'est sûr ils nous demandent justement de les loger, s'assurer qu'ils sont logés. Et on est quand même responsable d'eux au niveau quand même médical puis des problématiques personnelles. Puis je me vois mal envoyer quelqu'un dans l'entreprise qui parle ni français ni anglais, le shipper à l'hôpital puis dire, organise-toi puis tu m'appelleras dans 18 heures, je vais aller te chercher. Pour moi, c'est pas humain. Fait que on s'assure d'avoir quelqu'un qui est avec eux, qui va faire la traduction, qui va leur expliquer comment ça fonctionne, puis qui va aller avec eux à la pharmacie chercher les médicaments, leur expliquer la prescription, comment que ça fonctionne. Est-ce que, tu sais, vraiment tout le processus au complet là, pour s'assurer qu'ils sont bien, puis qu'ils... Fait que t'es une des seules DRH avec une nounou dans son équipe RH. Ah, j'en ai plus qu'une. Ah ouais? Mais c'est pas des nounous, c'est des mamans. OK, littéralement. Puis ces gens-là reviennent année après année? Oui, on en a. Ça fait 30 ans qu'ils sont chez nous. 30 ans? Oui. Que c'est leur dernière saison, ils prennent leur retraite. C'est des contrats de 6 mois. Fait qu'on fonctionne, t'es 6 mois dans l'entreprise. Après ça, tu retournes dans ton pays avec ta famille 6 mois. Tu reviens 6 mois plus tard. Fait que c'est des switches comme ça qui se font chez nous pour au moins qu'ils puissent voir un peu leur famille aussi. Là, c'est important. Puis, est-ce qu'il y a certainement des histoires à succès, certainement des choses qui sont... Tu sais, comment vos travailleurs locaux interagissent? Parce que là, tout se passe en espagnol. Vous devez... Oui, toute mon équipe parle espagnol. Okay. On n'a pas le choix. OK. On est majoritairement trilingue au RH chez GenV. OK. Puis, comment se fait l'intégration? Puis, comment ça fait? Avez-vous il y a sûrement des histoires d'horreur, puis il y a sûrement des histoires à succès de gens qui sont venus travailler chez vous? Oui, tu sais, on en a. Tu sais, c'est des gens qui viennent souvent des milieux beaucoup plus pauvres, qui n'ont pas de diplôme. On a des gens qui savent ni lire ni écrire, sont même pas capables d'écrire, de signer leur nom sur leur document officiel. Fait qu'il y en a qui partent de très loin, qui viennent chez nous. Donc, tu sais, c'est des gros sacrifices que ces gens-là font. De partir quand tu n'as jamais sorti de ton village, tu pars, tu t'en vas dans un autre pays travailler. Fait que c'est vraiment important qu'ils soient bien intégrés puis qu'on soit là aussi pour les aider puis les supporter. Mais j'en ai qui sont venus me voir. J'en ai un qui était venu me voir dernièrement qui me dit, écoute, je t'avise que ça va être ma dernière année parce que là, mes enfants, ils ont tous fini d'étudier. Tout le monde est allé à l'école. Puis ma fille, la plus jeune, vient de sortir. Elle a eu son diplôme, elle est maintenant médecin. Puis il dit, maintenant, j'en parle, j'ai des frissons, là. Il dit, maintenant, moi, j'ai sorti ma famille de la pauvreté. Fait qu'il dit, c'est terminé, j'ai fini de faire les sacrifices que je devais faire pour venir ici à chaque année. Ma famille est correcte, puis mes futures générations dans ma famille sont correctes. Fait que vous avez été un acteur, puis quelqu'un de... Oui, il était chez vous, il a travaillé, puis il a fait une production, puis tout ça, puis il a cueilli la laitue qu'on mange, mais... Il y a eu tout un changement pour lui. Là. Oui, mais tu sais, j'ai des gens qui viennent me voir avec des photos en me disant « Hey, regarde la maison que je me suis achetée. Avant, j'avais une maison, c'était sur la terre. Maintenant, j'ai une vraie maison. Regarde ma maison. » Ils viennent me la montrer. C'est sûr que ça nous met dans tous nos états. Il y a des gens qui se sont achetés des commerces, qui se bâtissent des vies justement pour le futur puis les futurs de leur famille. Puis ils viennent chez vous X nombre d'années. Oui. Ah, le 6 mois, dans le fond, qu'ils travaillent ici. Ils font 6 mois, ils travaillent justement à bâtir ça avec leur famille. Souvent, ils vont s'acheter, par exemple, un petit commerce, puis pendant qu'ils vont être ici, c'est la femme qui va gérer le commerce. Ils vont revenir, ils vont aider. Puis ils préparent, en fait, justement leur retraite, puis placer leurs enfants, parce que là, le commerce va être là. Fait que les enfants vont pouvoir travailler dans le commerce. Fait ils réussissent à se sortir de situations difficiles dans leur pays, vécu qu'il n'y a pas d'emploi, puis qu'ils n'ont pas de ressources. Mais ils se créent des ressources comme ça en venant chez nous. Fait qu'autant ils nous aident que par le fait qu'ils voyagent ici au Canada, on est capable de les aider à se sortir de situations. Puis ça, vous vivez ça, mais il y a plein d'autres entreprises agricoles qui... Oui. Fait que sur le nombre total d'employés, c'est combien qui sont des travailleurs étrangers agricoles? Plus que 90 je te dirais probablement toute notre production. On a quelques travailleurs québécois sur la production, mais majoritairement, c'est des gens du Guatemala puis du Mexique qui travaillent sur notre production. OK. Wow! C'est vraiment... c'est un autre... c'est un autre monde. C'est un autre monde complètement. Fait que, qu'est-ce que ça amène dans ton étude? J'ai beaucoup de monde qui font de la paperasse. J'ai des mamans, des nounous. Quoi d'autre ça implique
d'adapter pour... Il y a beaucoup de services à la clientèle. Oui, il y en a de base dans les RH, mais il y a beaucoup de services à la clientèle plus personnalisés, de prise de rendez-vous médical, tout ça. Fait que, j'ai vraiment une coordonnatrice qui, elle, va s'assurer de prendre les appels, mais t'as mal à l'oreille, t'as mal au ventre, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Où est-ce que je t'envoie sur quel spécialiste? J'ai une personne qui va, elle, coordonner tout l'achat des billets d'avion, le transport de l'aéroport à l'entreprise, qui va travailler toute la paperasse. Ils ont une paperasse épouvantable à signer quand ils arrivent pour être conformes au niveau de l'immigration. Toutes les copies de documents qu'il faut avoir. Fait qu'elle, elle va travailler beaucoup, tout coordonner, tout ça. J'ai une personne qui travaille à temps plein dans les maisons de travailleurs pour s'assurer que c'est propre, que tout fonctionne. S'il y a des bris, que ça soit réparé rapidement, préparé quand les travailleurs arrivent, il faut s'assurer qu'ils ont des draps, des oreilles et que tout est propre. Fait que toute cette gestion-là que normalement dans un département RH normal, tu n'as pas. Toute la gestion des commissions, il faut qu'ils sortent manger, ils n'ont pas de voiture, mais ça nous prend un chauffeur d'autobus, ça nous prend un autobus. Il faut bâtir des horaires avec la production pour aller faire les commissions. Ça demande beaucoup de logistique dans le département. Fait que c'est pour ça qu'on a énormément de personnes aussi. Wow! C'est vraiment toute une adaptation. Oui. Puis encore une fois, tu connaissais pas ça. Fait que tu as tout appris ça sur le tas. Là. Oui, exact. Y a-tu des organismes, y a-tu des qui peuvent aider si quelqu'un tombe un peu dans ta situation, un organisme? Oui, moi, je fais affaire beaucoup en fait avec Ferme, qui est un organisme qui aide la paperasse d'immigration pour tout ce qui est le volet agricole, mais ils ont des équipes là-bas qui vont aller sur les fermes pour aider justement les employeurs. Ils ont des gens qui peuvent aider niveau RH. Il y a des équipes qui s'appellent Ferme Contigo qui vont vraiment sur la ferme parler aux travailleurs, aider les employeurs. Par exemple, un producteur laitier qui a un travailleur qui parle espagnol, lui, il ne parle pas espagnol. Écoute, je fais comment pour gérer? Il faut que j'y explique comment faire le train le matin, comment je fais ça. Donc, il y a des gens qui vont les aider, qui vont se déplacer. Ouais, vous, le volume fait en sorte que vous avez ces services-là à l'interne. Puis, oui. Wow! Tu me disais même que vous faites des exorcismes? Oui. Il y a de tout chez nous. On ne fait pas le tour. Mais oui, on avait eu une situation, justement, des travailleurs qui viennent me voir et me dire, écoute, il y a un fantôme dans la maison, peux-tu nous aider? OK. C'est pas, tu sais, ça non plus, je ne l'ai pas appris à l'école, quoi faire, là, quand la maison est hantée. C'est ça, c'est le cours que j'ai pas pris. C'est le cours option, fantôme 101. Fait que j'ai appelé ma mère, qui a des amis un peu ésotériques, pour dire, bon, mais je vais où? J'appelle qui? Qu'est-ce que je fais? Fait que ma mère, elle me revient, elle dit, j'ai demandé à mon ami, il faut que tu appelles au diocèse, puis là, ils vont t'envoyer quelqu'un. Ils ont du monde formé au Vatican pour ça. OK. J'appelle au diocèse, mais je me suis dit, non, c'est sûr qu'ils pensent que je fais un coup de téléphone puis ils vont raccrocher, là, ça n'a pas de sens. Mais non, oui, bonjour, oui, parfait, pas de problème, on comprend. Je vois qu'il y avait un formulaire après. Là, c'est comme j'ai pas business as surprise, usual. Oui. Fait qu'on vous envoie quelqu'un, pas de problème. OK, dans la même journée, j'ai eu quelqu'un, un prêtre qui parle espagnol, qui est venu faire un exercice dans la maison, bénir la maison, puis tout a été réglé, on n'a plus jamais entendu parler. Wow! Ça te change le quotidien? Oui. Tu sais, quand tu es assis à ton bureau, tu te dis, mon Dieu, je peux pas croire que je suis en train de faire ça. Oui, mais ça a une importance. Puis, on pourrait prendre ça puis dire, hey, là, comment, je n'aurais pas les fantômes, tu sais. Puis, nonobstant nos croyances personnelles, puis dire, ça existe-tu, ça n'existe pas, etc., puis dire, hey, mais ça les aurait affectés, ça aurait. Fait une demande pour nous qui peut nous sembler. Anodine. Mais pour eux, ils ne dormaient plus, ils n'étaient pas bien. Physiquement, leur environnement de vie, ça ne fonctionnait pas. Fait, comment on peut les aider? Comment on peut faire pour qu'ils soient bien? Fait que ça fait partie de ça. C'est la valeur résilience, ça. Oui. Vraiment, aïe, ça change la perspective qu'on a sur la prestation, l'expérience employée au sens large. Exact. Okay. Je voyais sur ce site web, vous avez la norme B Corp. Oui. Il n'y en a pas tant que ça, on en voit plus. Bon, masterclass numéro 2. Après, c'est quoi cette affaire-là? Puis, en fait, ça vient justement avec notre rebranding, puis justement notre jeunesse, les jeunes qui reprennent la compagnie. On veut
être une entreprise progressiste, mais qu'est-ce qui démontre qu'on est vraiment une entreprise progressiste? Fait que c'est Valérie, toujours notre directrice vente marketing, qui est arrivée avec ce projet-là, qu'on a vraiment tout embarqué. On était comme, wow, c'est vrai, ça nous représente. C'est vraiment, c'est nous. Fait que le B Corp, en fait, c'est une certification internationale qui est donnée aux entreprises qui se démarquent vraiment beaucoup. Sur 4 piliers. Donc, comment tu traites tes employés, comment tu gères ta business, c'est quoi ton impact sur l'environnement, puis c'est quoi ton impact sur ta communauté. Fait qu'il y a un des piliers qui t'appartient, qui est dans ta cour, direct. Là. Exact. Okay. Fait qu'on a travaillé très C'était-tu un projet des RH? Mais c'était un projet de Valérie, c'était de marketing. Oui. Mais veux pas, les RH sont très, très, très impliqués exactement dans ce projet-là. Fait que j'ai travaillé vraiment, justement, avec Valérie. On s'est bâti une équipe, puis on a travaillé avec une agence qui nous a aidés à aller chercher parce que c'est des pointages. Tu remplis un questionnaire. Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu fais ça? C'est quoi? Est-ce que tu payes les gens plus que le salaire minimum? Fait que tu remplis ton questionnaire qui te donne un nombre de points. Puis pour pouvoir appliquer, il faut que tu ailles au moins 80 points, là, si ma mémoire est bonne. Puis tu appliques. Puis après ça, ils vont revenir, tu as un enquêteur qui va tout valider, qui va réviser toutes tes politiques, qui va regarder si c'est la réalité pour être vraiment, vraiment certain que tu réponds aux critères. Puis ça, aux 5 ans, il faut que tu te fasses réévaluer. Puis il faut que tu sois meilleur que ce que tu étais avant. Fait que c'est pas juste de dire « Hey, on est B Corp! » puis on s'assit... Fait que si tu avais eu 82, la fois d'après, il faut que tu ailles plus que 82. Il faut que tu ailles plus que 82. Fait qu'il faut que tu te démarques, puis comment tu vas te démarquer, puis c'est quoi tes impacts, puis comment tu peux changer tes impacts. Fait que ça devient dans ton thinking de business de dire « OK, mais c'est quoi cette décision-là? C'est quoi mon impact B Corp sur cette décision-là? Est-ce que cette décision-là va avoir un enjeu au niveau de l'environnement? Si oui, OK, il faut la repenser. » là. OK. As-tu des exemples concrets? Mettons, qu'est-ce que ça... Il y a deux choses trop de choses viennent dans ma tête. Donc, première chose, juste faire le questionnaire. Oui. Puis de faire, ça doit être un bel exercice pour dire « Ah ouais, je peux penser à ça. » Ou de cocher que tu fasses le processus ou pas. Oui. Ça peut être une belle façon de voir un peu, je pense, il y avait Annick qui avait parlé dans un épisode précédent, Calimètre, tout ça, le diagnostic. Juste de faire l'exercice, je pense que B Corp, ça peut être une autre façon de regarder qu'est-ce qu'on check sur ce programme-là. Y a-t-il des choses que, à cause de ça, vous n'aviez pas assez de points, vous aviez des points où vous vouliez mettre en place? Ça a-tu découlé ça nous a découlé plein de choses qu'on veut mettre en place. Un programme de bénévolat, un programme qu'on veut aller travailler justement pour notre impact sur la communauté, aller travailler avec des organismes pour la communauté, comment on peut avoir un meilleur impact sur l'environnement. Fait que ça nous fait questionner tous nos processus à l'interne. Est-ce que nos fournisseurs sont pas nécessairement B Corp, mais est-ce que nos fournisseurs font du sens avec les valeurs que nous, on implante dans l'entreprise avec le B Corp? Fait qu'on s'est tout questionné sur ça, puis on se questionne encore sur comment on peut améliorer les choses. OK. Fait que t'as comme la couche des valeurs qui est non négociable pour vous, vos 4 valeurs, oui. Mais après ça, dans vos opérations, mais avec vos fournisseurs, oui. Avec vos gens, mais aussi la couche B Corp qui vient. Oui. Parce que si notre fournisseur pollue l'environnement puis fait plein de rejets, ben c'est pas un fournisseur qui fit avec nous. Qui fit avec vous. Devient-tu trop lourd à gérer? Comme c'est des normes ou des façons de faire? Ça devient ton core. Ça devient comment tu penses, comment tu réfléchis, comment tu l'implantes. Fait que c'est pas lourd en tant que tel parce que ça devient ton ADN d'être B Corp. Fait que ça devient ta façon de penser et de réfléchir. De travailler. T'es pas en train de suivre une procédure ou quoi que ce soit. Non. C'est comme ton filtre, tes lunettes, ta façon d'analyser. Puis Oui. Puis, tu sais, maintenant, je vois des produits B Corp à l'épicerie ou en entreprise quand je vais magasiner. Puis, j'étais comme, OK, là, il y a une fille à Rachel qui elle en a su une claque. Moi, je vais l'acheter parce que je vais l'encourager. Mais c'est si pire que ça? Ça non, dépend du score que tu as au début, j'imagine. Oui, parce que si tu scores vraiment bas, ben là, tu as plein d'affaires à implanter. Mais c'est sûr que tu as quand même, quand tu le fais, c'est bien, bien rare les entreprises qui vont scorer super haut. Normalement, justement, tu as du travail à faire si tu veux atteindre le standard parce que les standards sont relativement très élevés. On est presque rendu à la fin. Je prends 10 secondes de votre temps pour remercier encore une fois notre partenaire Ansia pour la réalisation de ce podcast Leader RH puis de mettre en lumière des leaders d'ici. Okay.
Je vais me tenter un jeu de mots poche. As-tu fait le tour du jardin, le tour de la serre? Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Oh mon Dieu! Encore? Parce que là, passer d'une petite entreprise, grande entreprise, des projets de croissance, tu mets des choses en place. Y a-tu encore des affaires à mettre en place? Oh mon Dieu, oui. OK. Ça n'arrête plus? Ça l'arrête plus. J'ai trop d'idées. Puis il y a tellement de choses. Puis on est toujours en développement. On veut toujours justement cultiver la croissance. Puis avec le B Corp, ça nous pousse à nous démarquer. Fait tu sais, on est justement, on essaye d'aller dans, j'ai 2 partenaires d'affaires avec qui je travaille, fait qu'on essaye d'aller dans des congrès pour aller chercher de l'information. On était à Nashville cette année au congrès du SHRM pour essayer de voir, OK, c'est quoi qu'ils font eux autres, les États-Unis, qui pourraient être meilleurs que nous, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. On va, tous les congrès, les conférences, on essaye d'être partout pour aller chercher des nouvelles idées, des nouveaux outils qu'on peut mettre en place. On est allé chercher tous les tests psychométriques, on est allé chercher les tests de cohésion d'équipe. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans le département comme outil valide qu'on peut utiliser avec nos gens? Moi aussi, j'adore les congrès, là, de sortir, d'aller ailleurs, puis de voir autre chose. Je vais à Chicago en septembre aussi, puis on apprend vraiment des choses. SHRM, c'est l'équivalent de CRHA aux États-Unis. À brûle pour point, là, y a-tu des choses qui t'a frappé ou des éléments qui t'ont dit ça c'est soit dans les conférences ou dans tes collègues, y a-tu des choses qui... Mais ce qui m'a le plus frappé de la conférence du SHRM, c'est qu'il parlait beaucoup de toutes les AI, justement, qui allaient venir avec... Il y a des AI partout. Exactement. Fait que, tu sais, comment le faire en RH pour respecter toutes nos normes de professionnalisme. Puis, il y avait je me souviens plus c'était quoi son titre, mais il se disait visionnaire ou je sais pas trop, là, qui voyait dans le futur, là. Puis, il avait dit le futur des départements TI, c'était avec les RH. Hein? Puis là, on était comme, voyons, par rapport. Puis là, il commence à expliquer son thinking, de dire, avec toutes les AI qui arrivent, tous les changements, il dit, c'est les RH qui sont les plus outillés pour pouvoir que tous ces changements-là soient adaptés dans les organisations de manière éthique, puis de tout favoriser toute l'implantation des changements avec les organisations. Fait qu'il dit, oui, peut-être que les RH ne savent pas comment ça fonctionne, un réseau, mais toute l'implantation qu'il va avoir avec toutes les nouvelles technologies qui arrivent, il dit, c'est vraiment vous qui êtes le mieux outillé pour tout gérer ça. Ben, c'est pas fou, parce que, tu sais, dans le fond, toute la gestion du changement, les profils de talent, qu'est-ce qu'on va avoir besoin avec ça, comment on gère la formation, la planification de main-d'œuvre, puis... C'est pas fou. Est-ce que ça veut dire que je veux m'occuper d'un département de TI? Pas nécessairement. Ben, ouais, ou tu sais, que ce soit pas en silo, c'est-à-dire c'est un projet DTI ou on regarde juste le côté sécurité. Il y en a beaucoup, des fois, intelligence artificielle. Non, on n'est pas sûr de la sécurité, puis le projet est arrêté, on n'a plus le droit de l'utiliser, puis tout ça. Mais les RH ont clairement une place à cette table-là, puis est-ce que c'est eux qui drivent le projet, mais il faut clairement que les RH... C'est vrai que ça a de l'impact sur tout. C'est vraiment ça qui était ressorti, nous autres, qui nous avait vraiment marqué de dire, OK, wow, on l'avait pas vu comme ça, mais effectivement, c'est pas fou. OK. Comment les technologies, dans vos serres, dans votre production, tout ça, j'imagine il doit y avoir plein de technologies aussi, sans que ce soit de l'intelligence artificielle, ou peut-être, là, je sais pas, on a reçu quelqu'un sur le podcast, puis elle me parlait dans la production, dans les fermes, puis tout ça, puis je suis comme, mon Dieu, je savais même pas que tout ça se faisait. Mais c'est fou, maintenant, le domaine agricole, les gens sont pas au courant à quel point c'est un domaine qui est passionnant, justement, puis qu'il y a tellement d'opportunités dans tout, que tu peux devenir... je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais conducteur de drone, justement, pour les champs, pour aller voir comment ça va dans les champs, toute la robotique qu'il y a au niveau des fermes laitières, dans nos serres, tu sais, tout est géré avec des systèmes de climat. Fait que c'est devenu très, 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 très technologique, l'agriculture, mais les gens se rendent pas compte qu'on est rendu là. Fait que c'est sûr que c'est des métiers qui sont moins vus par justement les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, mais il y a tellement de potentiel là. Il faut qu'on travaille justement à dire aux gens, hey, rouvrez vos yeux là, en agriculture, vous allez pouvoir... Il y a tellement de domaines et de choses passionnantes qu'il faut aller chercher qu'il n'y a pas dans d'autres domaines. J'avoue.
Puis il y a peut-être des choses qui sont plus avancées dans d'autres secteurs d'activité. Fait que d'arriver avec ce bagage-là, puis d'implanter, c'est comme dans un nouveau terrain de jeu. Puis, puis il y a du potentiel, puis tout le monde veut avancer parce que c'est quand même un milieu qui est tellement important. S'il n'y a plus d'agriculture, les gens ne mangent plus. Les gens ne se rendent pas compte que la salade que tu as dans ton assiette, tout le processus qu'il y a eu en arrière, puis ou le lait que tu bois, bien, c'est une famille, puis c'est un monsieur qui s'est levé, lui, à 4 heures le matin pour aller faire son train pour que toi, tu puisses mettre du lait dans ton café. Ça, le monde ne s'en rend pas compte. Fait que, c'est important de le valoriser beaucoup, beaucoup. Fait que ça pousse pas dans le cours du IGA. C'est non, la salade. Ça l'apparaît pas comme ça là, dans l'épicerie. Ça me semble ça donne une chanson, ça. OK. Vraiment, je trouve ça vraiment le fun. Puis ça amène une façon différente de réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a sur ta table à dessin? Qu'est-ce qui s'en vient? Tes prochains projets? Oh, mon Une table à dessin immense. Beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Oh mon Dieu! Il y a beaucoup de choses. OK, on part. Change les cassettes. Mais je suis rendue à un point dans ma vie, dans ma carrière, que là, je m'amuse puis j'ai du plaisir. Fait que ce qu'on est rendu à faire, c'est que là, on fait des sondages pour nos employés pour dire, OK, sur quoi vous voulez qu'on travaille? Où est-ce qu'on est rendu? C'est quoi que vous avez besoin? Fait que, on a implanté des programmes d'aide aux employés. On travaille sur des programmes bien-être, comment on peut s'assurer que nos employés sont bien. On a implanté plein de choses dans l'organisation, justement, sur ce que le monde avait besoin, ce qu'on jugeait qu'il avait besoin. Mais là, on est rendu de dire, OK, dites-nous, là, c'est quoi vous voulez? On va l'implanter, on va le bâtir, on va le créer. Fait qu'il y a plein d'outils à créer justement pour supporter nos gestionnaires. On est allé chercher des tests psychométriques, des tests de cohésion d'équipe. Comment on peut travailler pour bâtir notre équipe solide pour que vraiment on puisse continuer à cultiver la croissance puis avec une équipe qui est solide puis qui veut avancer. OK. Fait que tu t'ennuieras pas. Non. Tu vas encore... Ça fait 10 ans que je suis là puis je risque d'être là encore... très, très longtemps. Ah, ben c'est le fun. C'est intéressant, le changement même parce que l'entreprise a été vendue, mais tu aurais pu tomber dans un conglomérat ou dans quelque chose. Fait que tu as gardé. Toi, tu avais fait le choix entreprise, familiale, tout ça. Ça a été vendu, puis tu as retombé avec ce climat-là. Fait que ça a bien fonctionné. Oui, bien c'est ça, ce qui fait aussi que j'ai décidé de continuer. Parce que j'avais vraiment... Puis en plus, c'était les jeunes qui reprenaient la business. Fait que c'était de dire, OK, là, c'est vraiment des jeunes motivés qui veulent avancer, qui ont plein d'idées, que ça popule autant que... Ils ont le même nombre d'idées dans leur tête que dans la mienne. Fait que, OK, wow, ça va être le fun. Mais oui, c'est ça. Fait que c'est trois enfants? Bien, en fait, il y a les 2 enfants puis le cousin qui sont là puis qui reprennent la business. Les RH, ça relève du directeur général, qui est le fils Simon Thérault. OK, c'est bon. Wow, merci beaucoup. Je nous fais atterrir avec une petite question vie personnelle du jeu Nouvelle Recrue. Je t'invite à piger une question au hasard. D'accord. Puis à y répondre. Je ne savais pas. Donc, la question est, si tu t'échouais sur une île déserte, quel est le seul objet que tu aimerais avoir avec toi? Tu n'as pas le droit de dire un cellulaire pour appeler de l'aide. C'est mon laptop. Avec une bonne connexion. Avec du Wi-Fi pour pouvoir continuer à travailler. C'est ça. Trackation, travail, vacances, c'est la tendance. J'aime tellement mon travail, j'aime tellement le domaine dans lequel je suis, puis pas juste nécessairement le domaine RH, mais aussi tout le domaine agricole. J'ai vraiment trouvé mon X, c'est là que je veux être. Fait que pour moi, c'est un plaisir de travailler. Fait que si j'étais toute seule sur une île déserte, probablement c'est ça que je voudrais faire. Je partirais de la production, je partirais quelque chose, puis on va planter ça. Ah ouais. Je veux te dire que ça sent. Cette passion-là, c'est contagieux. J'ai vraiment adoré notre conversation. Merci. Moi aussi. Merci. Je suis content. Merci Céline de nous avoir mis en relation. Merci.